La météo de ce mardi 28 octobre s'annonce agréable sur la majeure partie du territoire. Si les brouillards sont encore présents au lever du jour sur la moitié nord du pays, ils se dissipent progressivement pour laisser la place à de belles éclaircies, du soleil qui s'impose plus franchement le long des côtes atlantiques et méditerranéennes. Côté Mercure, on relève en matinée de 4 degrés en Alsace, à 8 degrés pour Paris, Lille et Nantes et de 6 à 13 degrés sur la moitié sud. Dans l'après-midi, les valeurs s'échelonnent de 15 degrés au nord à 26 degrés dans le Pays Basque. Le temps sur notre département, le soleil brille dès les premières heures du jour sur le massif, alors que le ciel reste gris et nuageux en plaine, les éclaircies tarderont à s'imposer. Néanmoins, le soleil finit par percer sur l'ensemble de nos contrées dans un ciel bien dégagé dans l'après-midi. Les températures minimales avoisinent 4 degrés à Gérardmer et Épinal, 5 en montagne et à Neufchâteau et 6 degrés à Saint-Dié. Les maximales atteignent quant à elles de 11 à 16 degrés. Ce mardi 28 octobre, nous fêtons les Simons. Avec cette météo, faites l'expérience Mercier David en vous équipant de menuiseries 100% vosgiennes, ultra isolantes, été comme hiver. Retrouvez en mouvement le rendez-vous économique et social de Vosges Télévisions le jeudi 30 octobre à 19h20. L'invité en sera Dominique Chauchet, membre d'ECTI 88. Retrouvez le Bureau des Sports avec Endurance Shop, magasin spécialisé en course à pied, parc économique du Saulcerre à Épinal. Endurance Shop, we love running. Bonsoir, soyez les bienvenus dans notre bureau des sports qui va balayer très très large ce soir. Vous allez le constater avec une bonne bouffée d'air, ça va nous faire le plus grand bien. Nos invités donc ce soir, l'entraîneur des filles d'Épinal Handball, Marc Collas. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Début de saison compliqué, on va y revenir largement, 5 défaites en autant de rencontres, mais on garde la flamme évidemment. On est obligé, on va aller chercher ce maintien avec les filles d'Épinal. Ouais. On va expliquer tout cela. À vos côtés, une ancienne gymnaste plombinoise reconvertie au freestyle de parachutisme. Bonsoir Anna Simler. On est ravis vraiment de vous revoir et de vous recevoir ce soir parce que c'est une discipline qu'on va découvrir dans un instant qui est vraiment très spectaculaire, dont on parle évidemment trop peu. Avec vous, à vos côtés, Pierre, votre compagnon, qui fait également partie de cette aventure puisqu'il est lui aussi vice-champion de France de cette discipline du freestyle parachutisme. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Tout va bien ? Oh oui, ça va. C'est la saison creuse pour vous, c'est vrai ? Là, ça se termine. Donc on fait quoi ? On s'entretient un petit peu ? Un petit peu de sport de fond et puis on prépare l'année prochaine. Et on attend les beaux jours au printemps prochain. Il a les yeux cernés car, à ma gauche, le président de la Ligue de Lorraine de volleyball et grand initiateur de l'Open de volley de Saint-Dié. Il a aussi les yeux cernés parce qu'il a beaucoup œuvré. Bonsoir Pierre Mercier, vous allez bien ? Bonsoir, ça va bien. Fatigué mais heureux, donc ça va. Ouais, et puis le bilan, on va le dire tout de suite, il est bon. C'est bon. Ça a été vraiment une belle opération promotion du volley, comme d'habitude du côté de Saint-Dié. Il a les yeux cernés, je le disais, car son village a vu passer beaucoup des quelques 150 000 visiteurs qu'a connu la foire de Poussey, comme d'habitude ce week-end. Bonsoir Fred Perrosé, spécialiste de handball évidemment. Salut Jeff. Ça va bien ? Ouais, super. Ouais. Belle foire de Poussey, j'y étais pas, donc belle foire de Poussey. Belle édition, c'est vrai. Et puis on va parler largement de handball avec le contraste des équipes spinaliennes. L'une qui a le sourire, l'autre beaucoup moins. Avant de filer du côté de Marcel Picot pour un ASL Le Havre très prometteur ce soir, nous accueillons notre confrère de Magnum La Radio, Clément Thiriou. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Ça va être sympa cet ASL Ça peut faire des étincelles, ouais. Ça peut être cool. En tous les cas, merci d'avoir fait un petit crochet chez nous. Avant d'en venir au sport collectif notamment et à tout ce qui a fait l'actualité de ce week-end, on va donc vous proposer tout de suite un petit teaser de ce qu'est le freestyle en parachutisme. Vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de disciplines en parachutisme. Anna et Pierre vont nous expliquer tout cela. Mais avant cela, regardez à quoi ça ressemble. Regardez ces images et écoutez. C'est hyper apaisant. Vous êtes à quelle altitude d'ailleurs quand vous lâchez là ? 4000 mètres. 4000 mètres. Et des sensations intactes après toutes ces années ou
Il y a un petit côté routine maintenant, même si ça paraît totalement fou quand on voit ça, nous. Alors, ouais, un petit côté routine dans le sens où on sort de l'avion, le programme est bien calé. Donc c'est plus l'adrénaline du premier jour. Le but c'est de faire le mouvement dans le temps imparti parce que le saut se déroule en 45 secondes, on est jugé sur 45 secondes. Donc voilà, c'est plus la même adrénaline, c'est plus le côté sportif, performance. Ouais, bon, la passion est toujours là. Ouais, mais ça, il n'y a pas de doute. Pour y aller, il faut forcément être passionné. Pierre, on va rappeler un petit peu les règles du jeu. Vous êtes jugé à la fois sur la performance de Anna et sur la vôtre qui prenait ces images-là. Voilà, donc on est une équipe de 2. Moi, je suis vidéoman, Anna est performeur. Donc c'est moi qui ramène les images, Anna exécute les figures. On a 45 secondes depuis la sortie de l'avion jusqu'à l'ouverture du parachute. Voilà, donc c'est un peu comme c'est un mélange entre le patinage artistique, la gymnastique. Donc les figures sont issues de la gymnastique et on est jugé donc sur ces figures. Il y a un code de difficulté et de réalisation. Donc voilà. Et c'est un vrai sport collectif. Le jury vous juge comment? Ils sont où Sur les images qu'ils ramènent. Voilà, c'est uniquement les images qu'ils font. J'ai une caméra sur la tête opposée, je ramène la caméra, ils prennent les images et ils jugent à partir de ça. Il a un petit viseur qui lui permet de voir ce que filme la caméra pour être sûr que ça soit toujours dedans, qu'il ne coupe pas les jambes ou la tête, ça c'est important. Il faut qu'on soit toujours à une distance respectable, pas trop loin pour qu'on puisse voir, mais pas trop près pour que je ne sois pas découpé en morceaux. On parlera de tout cela, bien évidemment, largement dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, on voulait vous faire découvrir tout de suite à quoi ça ressemblait. Avant d'en venir au sport et aux sportifs vosgiens, on va se tourner du côté de la planète football, comme d'habitude, avec la Ligue 1 d'abord, mon bon Clément. On attendait beaucoup de l'Olympico, on l'a dit la semaine dernière ici même. Lyon et Marseille étaient en pleine bourre. Est-ce qu'on est déçus finalement aujourd'hui? C'était un match agréable, faut quand même bien le dire. Il y avait l'intensité, mais est-ce que vous êtes déçus, vous, par exemple, de ce match-là? 1-0, on va le rappeler pour Lyon. Il a manqué des buts, surtout parce qu'on a vu effectivement de l'intensité. Des duels. Tactiquement, c'était intéressant, toujours pour les entraîneurs, on dit toujours la même chose avec des spécificités, le marquage individuel qu'on n'a pas vu depuis des années. C'était assez côté particulier. Marseille, marquage individuel sur tout le terrain. Ouais, voilà, et Marseille qui a eu les occasions pour ouvrir le score qu'il n'a pas fait, et puis Gourcuff qui a mis un but magnifique, et Lyon qui s'en tire très bien. Troisième but en 2 matchs pour Gourcuff. Fred, c'est un bon match quand même. Ouais, moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est assez vivant, notamment la deuxième mi-temps. Après, comme tu dis, il a manqué quand même quelques buts. Il y aurait pu avoir un 2-2 ou un 3-3. Ça aurait été Lopez, le gardien lyonnais, fait un gros match aussi. Ouais, notamment sur cette tête qui sauve devant Ayou, qui est vraiment très très importante. Bon, ça relance le championnat, faut être clair aussi. Cette défaite, ça arrange les affaires du PSG. On va parler également de ce qui s'est passé en milieu de semaine avec nos clubs français en Coupe d'Europe qui ont eu bien des difficultés à marquer des buts, mais qui n'en ont pas pris. Alors Fred, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est symptomatique de notre championnat? C'est-à-dire les forces et faiblesses, des équipes un peu frileuses, mais qui sont solides. Je pense, on se rend compte qu'on évolue en deuxième division européenne, on se rend compte qu'on rivalise plus avec les équipes d'Europa League, de deuxième zone, et après notre championnat est réputé pour être un des plus fermés d'Europe, donc on se rend compte que un but marqué en 5 matchs, c'est pas beaucoup. Après on se rend compte que les équipes ne jouent pas toujours le jeu, Guingamp joue le jeu, c'est ceux qui ont le plus de points en Europa League, et ils sont derniers du championnat, ils ont pris 7-1 hier, ou 7-2. 7-2, et 7-2 hier contre Nice. Donc c'est compliqué, forcément. Bon, il y avait les grosses affiches aussi, quand même. Aller faire match nul 0-0 à l'Inter pour Saint-Étienne, c'est un bon résultat, évidemment. Mais n'empêche, un but marqué en 5 matchs, c'est factuel ou c'est quand même structurel? Ça veut dire quelque chose? Ça fait quand même des années qu'on se plaint du manque d'enthousiasme offensif des équipes françaises en Europa League. Espérons que ça ne portera pas préjudice. On a pris un petit peu d'avance sur les Russes. Il faut que ça tienne jusqu'à mai prochain. Pour la 4e place, c'est important. Allez, on file du côté de Saint-Dié-des-Vosges avec cet Open féminin de volley, avec Pierre Mercier qui va nous raconter tout cela, les images que l'on doit à Eurosport, puisque vous connaissez le principe, on l'avait étudié ici même la semaine dernière. Il y avait 6 matchs, dont 2 en direct sur l'antenne d'Eurosport. Pierre Mercier, premier constat, l'impact populaire a été bon, c'est vrai. Oui, on est satisfait de la fréquentation. Je pense qu'on a fait une belle opération de promotion et du volleyball féminin. Avec Victoria Rava, qui était la Wonder Woman du week-end. On l'a vu sur ses premières images. Elle est toujours, de fait, la tête de gondole du volley féminin. Oui, et puis elle va l'être toute la saison, parce qu'en fait, la LNV a l'habitude de travailler ses visuels depuis le début jusqu'à la fin de la saison. Donc là, on a dévoilé l'affiche de l'Open féminin, qui était la première journée. Mais on va retrouver Vika sur les affiches jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au final du championnat de France.
Alors on va parler de ces matchs-là. La hiérarchie est restée en gros celle qu'on attendait, c'est-à-dire que Cannes s'est imposé 3-1 face à Paris. Et puis Mulhouse, un peu plus tard, a battu Béziers 3-0. Là, on voit la victoire des Cannoises. Et voici les Mulhousiennes qui vont donc s'imposer face à Béziers. Les clubs de l'Est de la France sont bien importés, puisque Terville s'est aussi imposé vendredi soir. Mulhouse est très satisfait, puisqu'en fait, ils ont une victoire à Béziers, puisque l'Open regroupe tout le monde, mais Mulhouse devait se rendre à Béziers pour cette première journée. Donc se rendre à Saint-Dié-des-Vosges, à 100 km de chez eux, c'était une belle opération. Donc ils sont contents d'avoir gagné à Béziers. Maintenant, Paris fait un super match aussi contre Cannes. Bon, une équipe de Cannes un petit peu faible parce que pas de préparation. Il faut savoir que l'équipe de Cannes vient de récupérer ses 2 passeuses qui rentrent du championnat du monde il y a à peine 15 jours, quoi. Donc elles sont très en retard, c'est vrai, mais ça a suffi quand même pour s'imposer. Donc il y avait l'élite française et il y avait aussi cette ville de Saint-Dié qui a réussi à obtenir cette première journée du championnat de Liga. Comment on fait pour une petite ville? Alors on en a discuté un petit peu avec le président de la Ligue. Cette première journée est restée 5 fois ou 6 fois de suite à Paris. L'année dernière, on était dans le sud de la France et cette année, pourquoi Saint-Dié? C'était la 8e édition. Les 6 premières ont eu lieu à Paris pour des raisons logistiques, de réunir tout le monde plus facilement. La 7e édition était à Istres pour l'anniversaire du club de Istres. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas accueilli l'équipe de France Saint-Dié-des-Vosges. J'ai appelé mon ami Jean-Paul, président de la LNV. Je lui ai dit, écoute, l'Open, si tu le délocalises encore, j'aimerais bien le faire à Saint-Dié-des-Vosges. Jean-Paul, c'est Jean-Paul Alloro. C'est Jean-Paul Alloro, le président de la LNV. Et il m'a dit, tu déposes candidature et puis on verra. Et on s'est battu et on a gagné. Et donc, sachant que vous n'avez pas d'équipe, c'est ça la particularité aussi de ce niveau-là, c'est la première fois qu'il y a un Open sans équipe haute en fait. On avait 2 inconvénients à Saint-Dié-des-Vosges. La première, c'est qu'on est un petit peu excentré par rapport aux moyens de transport pour faire venir des équipes de toute la France. Et le deuxième, c'est qu'on n'est pas un club pro pour organiser une compétition pro. Donc, mais on leur a montré quand même qu'on avait des compétences professionnelles. Ça, on n'avait pas beaucoup de doutes, puisqu'il y a un passé, on y reviendra un peu plus tard. Les équipes de France, c'est quoi? C'est le 10e événement que vous organisez au niveau national? C'est le 10e, ouais. Donc il y a effectivement ce passé qui plaidait en votre faveur. Vous êtes rentré dans vos sous, comme on dit un peu trivialement, Pierre Mercier, ou pas? Je n'ai pas fini les comptes, mais je ne pense pas qu'on ait perdu d'argent. Et ça devrait s'équilibrer tranquillement, je pense. C'est un événement qui a fait parler un peu de lui, Clément, c'est vrai, tout au long de la semaine. C'est pas rien quand même, de faire venir les 12 meilleures équipes de France et de voir qu'il y avait du monde, de faire découvrir un peu la discipline, le volley féminin qui est bien implanté chez nous, ça fait plaisir. Ouais. C'est un concept que vous avez piqué au basket, faut être clair. Je crois que c'est le basket qui a fait ça en premier, qui organisait la première journée au même endroit. Mais ça va. Eh bien non, c'est ce que m'a dit Jean-Paul Alloro. Eh bien non, c'est le volley qui a démarré la première fois, mais qui s'est arrêté en fait pendant 5 ans. Le basket a suivi et on est revenu en fait après le basket. Si on doit copier, moi je proposerais à la Fédération française de handball de prendre les tenues des volleyeuses pour équiper les handballeuses. Je trouve que ça serait attractif aussi pour le handball féminin. Le message est passé. Il fallait qu'il le dise, c'est du Fred Perrosé dans le texte. On enchaîne nous rapidement avec le hockey sur glace. Clément, samedi, l'Image Club d'Épinal, sur ces images que l'on doit à Denis Lequien, a battu le dernier de la classe Caen. On n'en attendait pas moins des Guéméos, c'est vrai. Petit match, c'était aussi un petit peu attendu. On connaît les circonstances de ce genre de rencontre, pas jamais facile de s'imposer quand on sent qu'on est vraiment plus fort que l'adversaire. On retiendra les 2 points, comme on dit traditionnellement. Ouais, c'est une équipe qui est restée devant son but, recroquevillée, qui n'a pas pris trop de risques. Épinal pas très à l'aise face à ce genre d'équipe. Philippe Boson le rappelait encore à la fin de ce match, mais l'essentiel est assuré. On verra contre les plus gros ce que ça va donner ces prochaines semaines. On vient de voir le 2e but de Yann Pleur, hors de la lève a marqué le 3e, et puis derrière, il ne faut pas oublier quand même qu'Auxerre a fait du boulot. Ouais. Il arrête un penalty, il y a des breaks qui sont venus aussi vers sa cage, je crois qu'on va en voir juste là, regardez, pas les perdus. Et un break des Canets et Auxerre, le gardien slovène qui va s'imposer. Bref, ça fait 3-1 pour les Spinaliens, donc la victoire c'était important parce qu'il restait sur une défaite, mine de rien, en championnat, c'était du côté de Gap. Voici le penalty, le tir de pénalité stoppé par le gardien slovène. Allez, on enchaîne directement avec le classement. Si on l'a calé du côté de la régie, je pense que oui, avec l'Image Club d'Épinal qui revient à la 4e place ex aequo, tout près des premiers, puisque Strasbourg s'est incliné ce week-end. C'est hyper serré, Clément? Oui, c'est très très serré. Et on voit que les Cadors ont encore eu du mal ce week-end, et ils ont du mal finalement à refaire surface. Rouen notamment et Briançon. Battu à Grenoble, Grenoble qui sera sans doute la grosse cylindrée, d'après ce que tout le monde nous dit de la saison. Grenoble qui est désormais bien placé. Le calendrier, Épinal reçoit Angers en quart de finale aller de la Coupe de la Ligue. Ça sera demain, il y a des places à gagner sur notre compte Facebook.
comme d'habitude. Et puis déplacement à Lyon samedi, le promu qui est assez étonnant, qui a des hauts et des bas, donc on verra ce que ça donne. On enchaîne avec le handball, la 5e journée de National 1 féminine. Épinal, Alfortville, sur ces images que l'on doit à Léane Leplat, un air de déjà vu, Fred. Les Spinaliennes ont fait face pendant 40 minutes. Et puis après, il y a ce qu'appelle Marc Collas, on va lui donner la parole dans un instant, le trou noir. Fred, voilà, les ingrédients sont connus. Tout à fait, quand on voit le score, la personne qui a vu la première mi-temps et qui voit le score à la fin dit c'est pas possible qu'elles aient pris moins 13, pardon. 13 partout à la mi-temps. Ouais, alors qu'il y avait égalité à la mi-temps, donc apparemment Marc le confirmera, il y a quand même un symptôme deuxième mi-temps. Est-ce que c'est plus qu'un trou d'air? Parce que je pense que cette équipe, elle est loin d'être ridicule. Par contre, elle a court d'arguments, notamment sur la base arrière. Les filles font ce qu'elles peuvent, mais je pense qu'il y a des arguments qui ne sont pas tout à fait là encore. Reste à savoir si elles sont capables de mettre les ingrédients pour se maintenir avant la fin de la saison. Ça, c'est toute la question qui va se poser. Alors Marc, sur les éléments de ce fameux trou noir, puisque le constat est là maintenant après 5 journées, vous avez du mal à finir ces matchs-là et vous prenez souvent cher en deuxième partie de match. Ouais, c'est tous les matchs en fait, on se rend compte qu'il y a un espèce de syndrome de la 40e minute là, qui est en train de se mettre en place. Donc pour ma part, je ne pense pas que ce soit sur l'aspect physique. Par contre, sur l'aspect psychologique, les filles, dès qu'elles voient que ça passe devant, on baisse les bras complètement. Et il va falloir trouver une solution pour garder des éléments pour aller au bout des matchs, quoi, finalement. Parce qu'on est véritablement en difficulté. Dès que l'équipe adverse prend 2 buts d'avance, là, c'est le trou noir et tout le monde lâche. Donc c'est dans la tête, docteur, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il y a aussi quand même ce paramètre physique évident. Quand on regarde l'échauffement des équipes, à chaque fois on se dit oula, comment elles vont faire pour passer. Il y a deux championnats en fait dans cette poule. Il y a le championnat des 6 premières équipes avec des gabarits monstrueux en face, et puis il y a nous avec nos petits gabarits qui essayons de se faufiler jusqu'à 6 mètres, mais malheureusement ça ne fonctionne pas et on manque terriblement d'une base arrière solide qui pourrait nous ouvrir d'autres solutions qu'on n'a pas sur jeu placé, il faut être clair. Quand vous avez les possibilités de monter de balle, vous êtes bien évidemment, mais sur jeu placé, vous n'avez plus de solutions. Bon, tout ça on le savait, on évoquera les solutions justement, puisque c'est votre boulot aussi d'en trouver, pour ne pas tomber dans la sinistrose absolue. Justement, c'est là que le paradoxe est évident, c'est que cette équipe, je ne sais pas si on va voir le classement bientôt, mais cette équipe est avant-dernière ou dernière, et elle est loin d'être décrochée, quoi. Donc je pense qu'il n'y a encore pas péril en la demeure au niveau du classement. Après, au niveau du jeu, c'est autre chose, mais je pense qu'avec 1 ou 2 victoires à la pause, même si elle bascule avec une seule victoire à la pause, je pense qu'il y a encore moyen d'aller gratter quelque chose, quoi. Ouais, sachant qu'on estime que le maintien à 5-6 victoires devrait pouvoir être obtenu. Oui, c'est ça, mais dans la poule, il y a véritablement 2 championnats distincts, quoi. On prend les grosses équipes, Saint-Amand, Metz, etc., qui sont vraiment hors de portée. On n'a pas du tout les mêmes problèmes que ces équipes-là. Et nous, il faudra qu'on aille chercher. Donc il y a déjà eu un joker de lâcher avec Vesoul, évidemment. Oui. Mais devant, ça n'avance pas. Strasbourg ne marque pas de points. Ici, Paris non plus. Donc il y a un petit championnat. Va jouer entre ces 4 équipes, Épinal, Vesoul, ici et Strasbourg. Voilà, on sait maintenant clairement où on va et on va mettre les pieds sur la deuxième partie du championnat. Et il faudra déjà assurer une première victoire pour redonner confiance à l'équipe. On l'a compris, on reparlera largement de handball dans la deuxième partie de l'émission handball féminin. On va basculer tout de suite avec le match masculin. Très gros match annoncé et très gros match effectif. Fred, on s'est vraiment régalé. On voyait les images de Denis Lequien avec un tout jeune garçon de 38 ans. Là à droite, Samir Zouzo. On va présenter le gaillard. 55 sélections. En équipe de France, oui. Il n'avait pas de chance, il était dans l'ombre de Guéric Kervadec, un des plus grands pivots francs de l'équipe de France. Donc il était un petit peu dans son ombre pendant toutes ces années. Et donc qui a choisi de relever le défi du côté de Vernouillet, qui est un promu comme Épinal. Champion de France de N2 l'année dernière. Qui a de très hautes ambitions avec un gardien qui a également connu la NNH. Et puis cette entame de match épatante, encore une fois, des Spinaliens, avec ici Rachid Daman en montée de balle, et puis un homme énorme dans cette rencontre. C'est Christophe Kiv qui a été monstrueux. Stratosphérique. On voit vraiment. Regardez ici comment il enrhume Samir Zouzo justement sur son dribble, et derrière il enchaîne. Marc, vous avez vu ce match-là, Kiv a été impressionnant. Oui, c'est véritablement la bonne pioche pour l'équipe d'Épinal. Il a porté son équipe. C'est la seule, il ne fallait pas se tromper. Il ne fallait pas se tromper, mais véritablement, Épinal est tombé sur un joueur un petit peu hors catégorie pour la N1. Il faut véritablement que tout le monde en soit conscient. Il a porté son équipe pendant 45 minutes. Il a eu un petit trou en deuxième mi-temps. Mais il est là, ce trou d'ailleurs. Sur la fin de deuxième, il prend ses responsabilités une nouvelle fois. Il met Eden aussi dans de bonnes conditions.
Et il a véritablement porté l'équipe. Et c'est vrai que Fred, on a eu un petit peu peur parce qu'à un moment il y a -3, -4 et puis derrière toujours ce mental à toute épreuve et cette dernière balle. Épinal mène d'un but et là les Spinaliens auraient sans doute dû récupérer la balle. Vous avez vu que le gardien touche le pied de son partenaire. Il reste 7 secondes et l'égalisation de Vernouillet fait 32 partout. Dans l'absolu, un bon résultat. Ouais, on va dire que 2 points ou 3 à limite le problème est le même, enfin le problème, la réussite est la même puisque à un point près, et cette équipe est toujours invaincue et c'est surtout dans le contenu quoi. Et tout le monde le concède, moi le premier, jamais j'aurais mis 1 euro sur Épinal invaincu au bout de 4 journées, surtout avec ce calendrier. Belfort, on se rend compte que Belfort, qu'on avait dit, on avait dit cette équipe a gagné un premier match et pas avec la manière. Saran est premier, donc ils ont rencontré Vernouillet qui sera pas loin de la montée. Ils ont rencontré des cadors et ils sont invaincus, donc c'est très très bon signe. Et c'est vrai que c'est totalement admirable. On a oublié de dire quand même que Jérémy Huette, l'arrière-gauche titulaire, est out jusqu'à la fin de la saison. On va envoyer le classement tout de suite pour bien vérifier ce que vient de nous dire Fred. Épinal, deuxième ex-aequo, puisque Saran est seul le premier désormais. Un petit Épinal, Nanterre-Épinal. Nanterre-Épinal. Le prochain match. Et Saran-Vernouillet. Donc les 4 premiers... Les 4 premiers se rencontrent. Donc Nanterre très très costaud là encore, mais bon, on a envie de dire comme d'habitude. À mon avis, le test va certainement être là. Je pense qu'on avait dit, pour moi j'avais dit des 5 premiers matchs, Nanterre sera peut-être le plus abordable et ça sera peut-être le plus compliqué. Aller jouer à Nanterre, ça va être quelque chose. L'état d'esprit est là, on verra comment la gestion de la fatigue quand même va pouvoir s'effectuer au cours de la saison. C'est une des grandes inconnues. Un tout dernier mot sur la N3 masculine avec la défaite des Raonais de Kamal Sandali et de Francis Mattioni, que l'on salue, lui qui est toujours sur son île lointaine là-bas. Les Raonais, paradoxaux, Fred, 2 défaites à domicile, 2 victoires à l'extérieur. Chaque week-end un visage différent, c'est un petit peu les 2 visages Raonais. C'était un petit peu déjà comme ça la saison dernière. Donc je pense que l'objectif reste une place dans le maintien, voire dans le top 5. Et il devrait y arriver, mais il ne faut pas qu'il joue trop avec le feu aussi. Allez, le foot, rapidement, la Coupe de France, le 6e tour, Épinal qualifié, c'était samedi dans la douleur, mais qualifié, c'est ce qui compte en Coupe de France. 2-1 du côté d'Amnéville, Raon éliminé 3-2 après avoir mené 2-0. Nous sommes ici à Gironcourt qui recevait Ucange, Clément, avec des Mosellans en bleu et des Vosgiens en rouge. Des Vosgiens qui concèdent l'ouverture du score un petit peu avant la demi-heure de jeu par Das. L'avant-centre Mosellan, les Gironcourtois qui vont revenir, se créer quelques occasions, dont ici celle-ci par l'avancante qui oublie un peu de frapper, mais qui derrière se fait reprendre. Romain Villiers, en l'occurrence, qui va se reprendre ici sur une énorme bourde. La même taupe, regardez, qu'à Louis II. Hop là, le gardien qui passe à côté. Le coup de la taupe, égalisation 1 partout. En deuxième mi-temps, assez peu d'occasions, même si Gironcourt a eu les meilleures opportunités, on va dire ça comme ça. Mais on va voir les sauvetages aussi importants de Sébastien Dubois. Le voici, le gardien vosgien qui va sauver la patrie là, à 5 minutes de la fin. 85e, prolongation derrière, il y aura une seule occasion, ça sera la bonne pour Gironcourt, un ballon ici qui va surprendre le gardien et notre caméra avec Villiers qui va s'offrir le doublé. Tout le public amassé évidemment aux anges, 2-1, la belle aventure, Clément, 7e tour qui s'offre pour Gironcourt qui est mal embarqué en championnat dernier. Ouais, les 2 équipes étaient mal embarquées dans leur championnat de DHR, qualification plutôt méritée sur l'ensemble du match puisque Gironcourt a quand même plutôt eu la main mise sur le jeu et puis mentalement ils ont fait la différence quand même, ils en voulaient même s'ils ont fini complètement sec et malgré les petites approximations dans le jeu c'est plutôt mérité, c'est historique, déjà le tour précédent, là qui plus est, ils sont plus que 2 donc espérons que pour Gironcourt qui tombe contre un gros à domicile, une Ligue 2, pourquoi pas, ça serait bien. Genre la SNL, c'est ce qu'on faisait dire à Jules Curien, là, des milieux de terrain qui en rêvait. Il dit ah ouais, là je signe tout de suite. Le tirage au sort c'est mercredi, c'est à Paris. Il restera donc 2 Vosgiens, vous l'aurez compris. Épinal, pour qui c'est très important financièrement, faut pas se le cacher. Et Gironcourt, Épinal qui aurait bien besoin d'aller en 32e de finale. Un dernier mot, il y a 2 tours avant les 32e. Un dernier mot de basket, Clément, et de 4 pour le Jet. 4e victoire consécutive en N1 masculine, victoire du côté du centre fédéral, on n'en attendait pas moins, même si le Jet était privé de ses 2 meneurs, c'était quand même compliqué. Donc ils ont fait le job, 74-70, là encore comme le hockey, il faudra retenir la victoire et point. Ouais, apparemment début de match très difficile, fin de match très difficile, heureusement ils ont su faire l'écart un petit peu dans le cœur du match, mais
l'essentiel est assuré. 4 victoires de suite après 2 défaites. La confiance est là. Là, ils sont exempts. Le prochain match, ils vont pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Par contre, dans 15 jours, plus serein pour la suite. Ouais. Gros rendez-vous dans 15 jours. Ils iront du côté de Tarbes, qui est le leader de la N1. Donc là encore, un test d'envergure. On ne sait pas encore si Gilles Duro, qui a une fracture d'une côte, finalement détectée, diagnostiquée un peu tardivement, sera de l'aventure. À noter qu'en N3, les 2 équipes vosgiennes de Saint-Dié et de Mirecourt se sont inclinées. Pas bien, messieurs, vous qui êtes de Saint-Dié et de Mirecourt, vous avez fait fort en basket, les 2. Allez, on respire 2 secondes, on parle largement de freestyle avec nos invités, de handball et également de volley. Anna et Paul, la question évidente, c'est comment est-ce qu'on décide de faire le grand saut quand même. On a vu ces images assez impressionnantes. Vous êtes issus, vous, donc de la gymnastique. Anna, comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, si on essayait ? Vous vous souvenez de ce jour ? Oui, alors c'est moi qui ai essayé d'abord avec des amis. Et puis la sauce a pris. Je me suis dit, ça peut peut-être intéresser Pierre. Je lui ai dit, écoute, ça te dit pas de venir faire un saut avec moi ? Tout de suite dans l'idée d'en faire son sport ou juste du fun et du saut comme ça ? Au début, c'était juste un loisir. Et puis, moi, d'emblée, je m'étais dit que je voulais faire du freestyle. Mais bon, c'était plus un rêve qu'autre chose. Je pensais vraiment pas y arriver. Et puis, bon, voilà. 2 mois après, Pierre est venu avec moi faire son premier saut. Et puis, au bout de 2 ans, on a commencé à avoir suffisamment de niveau pour se poser la question d'en faire un sport ensemble. Donc, en contactant l'entraîneur national, on lui a demandé si on pouvait être inclus dans les stages de détection. Sachant que vous êtes une petite discipline, dans la petite discipline du parachutisme. C'est vrai que c'est une famille assez élargie. Il y a combien de disciplines dans le parachutisme ? Il y a beaucoup de choses. 4 grandes familles et en tout, il doit y avoir une 12aine de disciplines à peu près. Et très peu de licenciés aussi, j'imagine. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois à peu près 5000 licenciés. Et en freestyle, vous êtes encore beaucoup moins nombreux, évidemment. Ouais. En France... Entre 12 et 15 équipes, je dirais, constituées à peu près. Suivant les années, ça dépend. Après, il y a des équipes qui se forment et qui va assez vite. Qui ne montent pas forcément en compétition. Alors nous qui avons découvert ça à travers ces images que vous voyez derrière nous il y a 2 ou 3 ans, on dit freestyle, mais finalement, il y a beaucoup de figures imposées. C'est pas totalement free comme on pourrait le penser. Il y a beaucoup de passages obligés, finalement. Il y a 2 sauts imposés, où dans chaque saut, il y a 4 figures à faire qui sont imposées, ou sur lesquelles les notations sont assez fixes. Et il y a 5 sauts libres. Donc là, cette fois-ci, on est tous les 2 et on fait notre programme libre ensemble, comme on le veut. Et dans l'ordre, c'est un saut de libre, un saut d'imposé, 2 sauts de libre, un saut d'imposé, 2 sauts de libre. Donc, c'est comme au patinage, on s'enquiquine royalement sur les figures imposées. Anna, c'est vrai ? C'est presque le plus dur, je dirais, parce que finalement, le libre, on le fait avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait faire et ce qu'on voudrait faire, finalement, alors que les imposés, c'est très strict. Si la caméra n'est pas au bon endroit, on perd énormément de points. Également pour la position des jambes, si c'est pas croisé devant le genou, on est noté sur 2 points au lieu de 10 sur cette figure-là. Donc c'est assez strict. Ça rigole pas, ça paraît très très fun, mais c'est aussi très très organisé et très encadré. On a vu que le parachute s'ouvrait, évidemment, c'est la question aussi évidente. Des frayeurs de temps en temps, j'imagine quand même, toujours pas. La dernière fois qu'on s'était vu, vous nous aviez dit que ça s'était toujours bien passé. Le parachute ventral, c'est toujours resté... tranquillement. Un parachute de secours et puis un ventral, ça c'était il y a longtemps. C'est l'ancienne. Oh là, je fais mon âge, là, ça doit être ça. Non, le parachute de secours, moi je ne l'ai pas encore ouvert. Non, moi non plus. Vous avez beaucoup de compétitions dans l'année ? Il y a 2 Coupes de France. Il y en a une qui est obligatoire pour se qualifier pour aller au championnat de France. Donc après, il y a le championnat de France. Et après, au niveau international, il y a une compétition. Donc une année sur 2, c'est championnat du monde ou Coupe du monde. C'est généralement après les championnats de France. Donc voilà, en gros, 3 compétitions par an à peu près. Alors on va rappeler que vous êtes vice-champion de France, vous êtes dans les 3 meilleurs couples de cette discipline. Vous en êtes où aujourd'hui sur l'aspect matériel aussi ? Est-ce que vous êtes suivi ? Vous nous disiez en préparant cette émission, finalement l'année prochaine, vous alliez être sur une Coupe du Monde, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la fédération croit en vous aujourd'hui ? Ouais, c'était un peu l'objectif, c'est un peu le rêve qui devient réalité après les bons résultats des 2 dernières années.
Comme l'année dernière, on était champion de France et cette année vice-champion de France après les équipes qui sont championnes du monde actuellement. L'entraîneur nous a dit l'année prochaine, Coupe du Monde, il est possible de vous emmener avec nous en tant que 3e équipe de France. Et donc le but est de faire 1, 2, 3 sur le podium mondial. Préciser que le parachutisme est une discipline majeure. Enfin, les Français sont dominants sur ces disciplines-là. Ça s'explique d'ailleurs, ça ou, Bon, on a une fédé quand même qui structure bien les choses, qui, je pense, met quand même des moyens assez importants justement pour qu'on y arrive et ça paye. Donc c'est vrai que dans pas mal de disciplines, on est au top. En discipline artistique, en free fly, on s'est fait voler la première place par les Russes, mais mis à part ça, les années précédentes, ça paye. En freestyle, ça fait au moins 4 ans que c'est l'équipe qui la France est championne du monde et vice-championne du monde. Les 2 équipes de France sont première et deuxième. Donc, vous disiez mettre des moyens, n'empêche que c'est quand même l'art de la débrouille. Faut être clair, il n'y a pas beaucoup d'argent et c'est un sport coûteux, bien évidemment. Il faut louer l'avion, il faut tout cela. Comment on se débrouille aujourd'hui? Est-ce que c'est une opération blanche? Est-ce que vous mettez de votre poche? Est-ce que vous gagnez un peu d'argent? Non, ça reste une passion pour laquelle on est purement déficitaire. Ça, c'est clair que... Ça change, je n'ai pas précisé, mais vous avez 2 métiers très prenants, l'un et l'autre. Dans le milieu hospitalier pour Anna, toujours, et puis vous, dans le monde agricole. Donc, c'est quand même, évidemment, en plus, forcément. Voilà, donc après, c'est une passion. Nous, on y met presque toute notre vie, mais franchement, on est heureux de le faire. Voilà, je pense que c'est le principal. Vous avez un rêve encore, là? La Coupe du Monde, là, je pense que c'est un bon objectif pour l'année prochaine, quoi. Donc voilà, en essayant de faire le mieux qu'on puisse, donc pour prouver qu'on est à notre place. Qu'on est à notre place, ouais. Je pense que c'est déjà un bon objectif en soi pour nous, quoi. Rendre la confiance qu'on vous a donnée, évidemment. Est-ce que vous avez touché des royalties sur le film de Quaron? Vous voyez pourquoi je dis ça? Évidemment, parce que ces gens-là tournent... alors, c'est une association Gravity chez vous? C'est quoi? C'est votre nom? C'est notre nom d'équipe. Votre nom d'équipe qui est antérieur au film de Quaron. C'est peut-être vous qui devriez demander des royalties à Quaron, mais c'est vrai que c'est assez rigolo. J'incite d'ailleurs tous nos téléspectateurs à regarder les clips qu'on voit derrière nous, qui sont hyper spectaculaires. Ils sont accessibles, il n'y a pas de problème, on peut les regarder Ouais, on a une page Facebook, en fait, pour notre équipe, donc qui s'appelle Gravity in Steel. Voilà, et puis dessus il y aura tous les liens sur YouTube et puis sur Vimeo où on peut retrouver tous les montages. Marc, vous n'avez pas peur du vide, vous avez accepté cette mission très difficile du côté du ça donne envie de quitter le parquet du palais quand même. Vous avez déjà sauté Non, pas du tout. Bon, on va en venir à votre situation, évidemment. La question est évidente vous concernant. Est-ce que, on vous avait posé la question au mois de juillet, est-ce que vous avez sous-estimé quand même l'ampleur de la tâche avec un peu de recul, ou est-ce que vous attendiez à souffrir autant que ça? Non, on s'attendait à souffrir autant que ça, oui. Il faut quand même rappeler quelques éléments de contexte. Non seulement les départs des filles qui formaient l'ossature quand même de l'équipe l'année dernière. Les 3 meilleures buteuses. Les 3 meilleures buteuses et des filles qui jouaient sur la base arrière. Et puis, on a travaillé dans l'urgence, puisque moi, je suis arrivé à la tête des filles au mois de juillet. Voilà, donc, on n'a pas eu le temps de se retourner véritablement. Et on est aux limites du système actuellement, quoi, dans le sens où on a essayé de recruter, on a essayé de trouver 1 ou 2 arrières, et puis ça, on n'a pas eu les pistes. Est toujours ouvert, vous avez dit le président. Oui, tout à fait. Non, il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. Le club nous soutient, il est prêt à ouvrir les cordons de la bourse, malgré tout ce qu'on peut entendre dans les journaux, etc. Mais on ne trouve pas la fille idéale, quoi. Pour l'instant, c'est très compliqué. Donc vous prospectez toujours, vous cherchez quand même éventuellement à recruter. En attendant, il faut faire avec des toutes jeunes. Évidemment, on va se remettre au travail, c'est ce que vous dites souvent, c'est une expression consacrée des entraîneurs. Le souci, c'est que on peut travailler des tas de choses, mais le gabarit, qui est quand même le déficit numéro 1, ça, vous ne pouvez pas... Non, on ne peut pas faire grandir les filles. Non, je leur donne des cachets de magnésium et de calcium, mais il n'y a rien à faire. Donc, une fois qu'on a dit ça, on contourne l'obstacle. Et on contourne l'obstacle, on essaye de mettre du jeu sur la vitesse en place, sur la montée de balle, etc. On l'a très bien fait pendant une mi-temps, et puis quand je parle de trou noir, ça aussi, ça disparaît de la seconde mi-temps. Je ne sais pas pourquoi, les filles s'arrêtent de jouer alors que c'est véritablement un des points forts d'Épinal depuis de nombreuses saisons. Voilà, il y a dans les j'allais dire les petites, je vais dire les jeunes qui arrivent, il y a quand même de belles satisfactions. On a vu Mathilde Bedon qui était ce week-end. Et puis il y en a d'autres. Thierry fait un gros travail de formation avec Brigitte. Et
Mais en regardant aussi dans ces équipes-là, on retrouve les problèmes de gabarit, de physique, etc. Et c'est quelque chose qui fait partie des paramètres. Fred, vous qui suivons un peu les handballeuses Pinel depuis des années, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir une équipe d'Épinal bien finir ses matchs, les saisons précédentes, et là on voit un petit peu l'inverse. Je pense que les deux sont forcément liés, quoi. Déficit physique. On se rend compte, pour rebondir sur ce que disait Marc, l'apport de Mathilde Bédon qui a joué son premier match à 16 ans, c'est ça, la 16 ans, en N1, et qui termine meilleure buteuse. C'est la seule qui a un peu d'un gabarit derrière, et comme par hasard, elle marque 4 buts. Donc on voit bien que le bas blesse à ce niveau-là, et que c'est un déficit purement physique. Maintenant, comme dit Marc, je pense que l'avenir n'est pas si noir que ça. Il y a une génération d'équipes qui jouent en moins de 18 qui a l'air très forte, vraiment assez solide. Ouais, donc, est-ce qu'il vaut mieux shooter de N1 en N2, excuse-moi d'anticiper. J'allais vous poser la question, parce que Marc ne pourra pas nous le dire, mais est-ce que finalement... Je suis très ouvert aussi là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, mais vous ne pouvez pas, en tant qu'entraîneur, dire aujourd'hui, au mois d'octobre, fin octobre... On est dans une saison de transition, que les filles, tous les dirigeants le savent, ça va être une saison difficile. Et on le voit match après match. Ce que voulait dire Fred aussi, au-delà de ça, c'est que ce ne sera pas forcément un drame de descendre en N2 pour aguerrir des toutes jeunes joueuses qui ont besoin de prendre un peu de maturité. On avait parlé de repartir de N3, je pense que ce n'était pas du tout le bon plan. Il fallait rester en N1 et quitte à tomber... Il faut valoriser l'échec. Moi, je préfère que les filles perdent en N1 plutôt que de gagner des matchs facilement en N3 où là, on n'apprend rien finalement. La confrontation qu'elles ont tous les week-ends avec des grosses équipes, des joueuses d'expérience, etc., il en restera forcément quelque chose. Il y a formation accélérée. Il y a progression. À chaque match, on a l'impression qu'à chaque sortie, cette équipe progresse aussi. Mais vous nous confirmez que vous n'avez pas fait votre deuil évidemment du maintien, parce qu'encore une fois, on ne va pas dire qu'il est simple à obtenir, mais il y a quand même 2 équipes à laisser derrière, avec IBC d'ailleurs qui a moins 1 point aujourd'hui. Donc il y a 5 ou 6 victoires à aller chercher, ce qu'Épinal arrivera à le faire. On vous le souhaite. On va finir avec le volley, pour finir donc avec Pierre Mercier. On dit souvent ici ou ailleurs du mal de la Fédération française de volley, vous aussi de temps en temps, il faut bien le dire, Pierre Mercier. Est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que cette médiatisation, en tous les cas, cette communication est un peu meilleure du côté du volley qui a pris beaucoup de retard, on le sait, sur les autres sports de salle? Question piège. Faites gaffe, vous êtes regardé. C'est une question piège. Bon, déjà, je vais m'en sauver un petit peu. Je vais vous dire que l'Open féminin, je l'ai organisé avec la Ligue nationale de volleyball et pas avec la Fédération française. Donc, j'ai pas eu de problème de relation avec la Fédération française. Maintenant, voilà, on sort d'une assemblée générale en février qui a été déclarée sans effet pour une assemblée générale qui a eu lieu de nouveau le 4 octobre où le président a été reconduit dans ses fonctions. Donc voilà, même si ça s'est passé de toute justesse à 49,8 et quelques %, il est là et on respecte la démocratie. Donc voilà, moi je suis satisfait. Donc vous êtes encore un peu blacklisté au niveau de la fédération, on l'entend, et non pas au niveau de la Ligue. Blacklisté, je suis pas certain parce que le président revient un petit peu sur ses marques. Il commence à ouvrir un petit peu les portes. Je pense qu'il peut y avoir une véritable collaboration entre la majorité d'aujourd'hui et l'opposition. Le volley n'a pas trop le choix d'ailleurs. Je pense s'il y a une mue à faire, c'est maintenant, pour ne pas prendre trop de retard sur les autres sports. D'autant que les résultats, notamment surtout chez les hommes, sont bons. Donc il faut surfer là-dessus. Qu'est-ce qui manque franchement au volley pour rattraper ce retard sur le basket et le hand? Il manque un peu de résultats, c'est sûr. Au niveau féminin, c'est difficile. Moi, je discutais beaucoup avec le staff technique quand ils venaient sur les stages à Saint-Dié. Ils ont une masse en fait qui est un petit peu faible pour aller chercher les bons numéros. Donc on hésite toujours entre aller chercher les filles qui ont du gabarit pour les entraîner et faire une équipe sur le long terme, ou alors prendre les filles qui ont le niveau tout de suite sans s'occuper forcément de leur gabarit. Donc pour l'instant, on est toujours un petit peu entre deux chaises et donc on ne progresse pas, quoi. Et le président de la Ligue de Lorraine, il va bien, parce qu'il avait démissionné, on s'en souvient. Beaucoup de clubs avaient dit c'est pas possible, Pierre revient, donc vous aviez fait marche arrière. Ça y est, tout ça est digéré, vous êtes de nouveau à 200% avec la Ligue de Lorraine? Je suis à 200% avec la Ligue Lorraine. Et le club de Saint-Dié, vous êtes le nouveau président aussi. J'ai repris la présidence du club de Saint-Dié, effectivement, il y a un mois maintenant. Mais avec la Ligue de Lorraine, j'ai jamais eu vraiment de soucis avec la Ligue de Lorraine. Mais mes problèmes que j'avais rencontrés avec la fédération m'ont fait penser que ça pouvait nuire à la Ligue Lorraine, et j'ai préféré donner ma démission. Mes clubs lorrains, à l'unanimité, m'ont dit non, mais on se moque un petit peu de tes relations avec la fédération. Il faut que tu restes là, il faut que tu continues d'amener des projets, mettre un petit peu de l'avant là-dedans. Donc
en septembre, j'ai retiré ma démission que j'avais déposée au mois de juin. Vous avez de l'événementiel en tête? J'imagine que oui, vous avez toujours un coup d'avance, Pierre Mercier. À Saint-Dié-des-Vosges, pourquoi pas. On va essayer de travailler un peu avec les équipes locales aussi. C'est une promesse que j'ai faite à mon nouveau maire. Il s'en satisfait. Maintenant, il aimerait bien avoir des résultats. Donc là, on a pas mal démarré à Saint-Dié avec notre équipe garçon. On l'a dit, l'équipe masculine devrait, enfin, elle espère en tous les cas, retrouver la N2 et puis les filles peut-être remonter en N3. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On vous remercie en tous les cas d'avoir participé à cette émission. Marc, courage. On le sait qu'il y a possibilité d'eux puisqu'il y a des jeunes potentiels. Et puis Anna et Pierre, vraiment chapeau et on compte sur vous l'année prochaine pour avoir des résultats. Marc, le dernier mot? Je voulais juste demander s'il y a des grandes qui ne savent pas jouer au volley. Voilà, le message est passé. Allez, on se retrouve dans 15 jours exceptionnellement. N'oubliez pas de faire du sport. Bonne soirée. C'était le Bureau des Sports avec Endurance Shop, magasin spécialisé en course à pied, parc économique du Sauleux-Serre à Épinal. Endurance Shop, we love running. Bonjour, bienvenue dans Délivrez-vous, nouvelle émission et on va parler de littérature, d'amour des livres mais aussi de peinture entre autres choses avec Claudie Hunsinger, notre invitée aujourd'hui, La langue des oiseaux aux éditions Grasset, un livre qui se trouve être sur la liste du prix Femina et la liste du prix Médicis, on n'est pas peu cher. On parlera bien sûr aussi de bande dessinée avec Arnaud Toussaint et nous aurons le coup de cœur de nos libraires, mais tout de suite en aparté avec Claudie Hunsinger. Bonjour Claudie Hunsinger. Bonjour Sarah. Bienvenue ici dans cette immense bibliothèque et je pense que vous êtes une femme de bibliothèque, je me trompe ou pas? Même si vous êtes une femme qui aimait la nature et ça on va en parler, je pense que là vous vous sentez bien, c'est au milieu des livres. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, pas du tout. L'Exergue de Elle vivait d'espoir, mon premier roman publié chez Grasset, est une phrase empruntée à Jules Renard. J'ai été élevée par une bibliothèque. Voilà, et je crois que c'est la meilleure façon d'être élevée. Claudie Hunsinger, La langue des oiseaux aux éditions Grasset. C'est le dernier livre qui est sorti à cette rentrée littéraire, comme on dit. C'est l'histoire de Zaza, une romancière qui un jour décide de quitter Paris. Elle prend le train Paris-Saint-Dié et là elle va s'installer dans une cabane, toute petite cabane créée par Jean Prouvé. On y reviendra aussi. Elle vient avec quelques livres, elle ne sera pas toute seule dans cette cabane, ils seront 5 puisqu'elle vient avec des livres et des auteurs. Elle décide de traduire des livres en chinois qui lui rappellent son père aussi. Mais surtout, l'histoire de ce livre, c'est sa rencontre via Internet, rencontre avec une jeune femme qui vient d'ailleurs, grâce à des petites annonces, puisque cette femme écrit des annonces pour vendre des vêtements. Et Zaza, qui est amoureuse des mots, qui est amoureuse des langues, va être attirée par les petites annonces très particulières de cette autre femme parce que c'est presque de la poésie. Voilà, pour résumer très rapidement ce livre qui nous emmène finalement dans l'amour des langues, l'amour de la nature, la question de ce monde qui bouillonne, où on ne se retrouve pas forcément à sa place, histoire d'exil aussi, où on se retrouve à quitter son pays, puis la rencontre entre deux femmes que tout sépare au départ et qui vont se retrouver sur des points communs. Et puis cet amour des oiseaux, la langue des oiseaux aussi. Ça fait beaucoup de choses dans un livre, mais j'ai l'impression que vous y mettez là aussi tout ce que vous aimez et qui a peut-être fait aussi toute votre vie, Claudie Hunsinger. Oui, il y a peut-être beaucoup de choses, mais tout se tient. C'est-à-dire que c'est à la fois, elle a choisi une baraque, comme elle dit, une baraque de Jean Prouvé, à la fois belle, pas trop confortable, pour rester connectée à la forêt. Et en même temps, elle a emporté son écran, son iPad, et 27 pouces, pour rester connectée au monde. Donc,
À la fois, il y a la forêt et il y a le monde. Il y a quelques livres qu'elle a pris parce qu'elle est en deuil de son père. Mais elle dit aussi le deuil d'une civilisation. C'est la civilisation du livre, la civilisation du savant bonheur, de l'étude pour le plaisir, pour les langues anciennes dont on ne se servira peut-être pas dans la vie, mais c'est là. Donc elle est venue pour aussi apprendre le langage des oiseaux, qui va se révéler être la langue des oiseaux, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est quoi la différence? Alors, elle était venue en se disant, mon père était ornithologue et professeur de chinois, de langue chinoise. Passionné de chinois et de langue chinoise, enseignant le chinois et la littérature chinoise. Et elle est venue pour le retrouver, dans le silence, la solitude. Et elle s'était acheté des jumelles, d'excellentes jumelles, pour s'y connaître un peu mieux en oiseaux et rejoindre comme ça son père, non seulement avec le chinois, mais aussi avec les oiseaux. Et dès le premier soir de son arrivée dans cette baraque, une tempête de neige. Et la difficulté, la sauvagerie, la solitude, c'est très dur pour elle. Elle a failli retourner, repartir. Et puis elle reste, elle avait emporté ses livres. Et dès le premier soir, elle apprend aussi qu'il va falloir qu'elle retourne à Paris, sur un plateau télé, pour parler de son livre, puisqu'elle est romancière et qu'elle a un livre qui vient de paraître. Ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout. Elle n'a rien à se mettre, se dit-elle. Alors, sa première inquiétude, elle le dit aussi, pour aller dans cette émission de télé, c'est non pas qu'est-ce qu'elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir se mettre, puisque la façon dont on s'habille dit aussi beaucoup de nous. Dit beaucoup de nous. Et que s'habiller, c'est aussi quelque chose parfois de magique. C'est un pouvoir magique, c'est un pouvoir de chaman, c'est un pouvoir de sorcière. C'est aussi l'élégance de l'aristocrate devant la mort. C'est-à-dire quelque chose de difficile qu'on affronte quand on est sur un plateau. Une protection aussi. Une protection et aussi un charme. Voilà, donc dès le premier soir, elle fait la connaissance du second personnage du livre, qui est cette japonaise. Et qui s'appelle? Elle s'appelle Sayo. Son pseudo, parce que sur eBay, il faut un pseudo. Son pseudo, c'est Katepado. On pourrait entendre en langue des oiseaux quel paquet cadeau. Mais c'est Katepado. Et elle fait connaissance d'elle le premier soir parce qu'elle se cherche un blouson de la marque Comme des garçons. Alors CDG. Oui. Voilà, CDG. Ce n'est pas une marque de mode, CDG, Comme des garçons. Ça date du début des années 80, c'est une anti-marque. C'est une marque rebelle, c'est une marque philosophique. Elle la connaissait, elle l'aimait, donc elle se cherche un blouson CDG. Et elle tombe sur l'image d'un blouson qui lui plaît, qu'elle arrive à acheter aux enchères. Mais ça, c'est rien l'image. Mais c'est rien. C'est la description qui est importante. C'est la description, c'est l'annonce. Et qui dit annonce, quand on est littéraire, pense tout de suite à l'annonce faite à. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il y a un ange annonciateur. Quelqu'un vient, elle ne le sait pas encore, c'est dans son subconscient. Mais elle a fait la connaissance d'un ange annonciateur qui lui annonce un roman à venir. Un ange ou un petit oiseau qui viendrait peut-être sur l'épaule aussi pour il y a ça, il y a ça. Dicter le prochain roman. Il y a tout à fait ça. C'est la langue des oiseaux par rapport, donc elle pensait observer les oiseaux et les reconnaître. Et puis, il n'y en a pas beaucoup. Il fait froid, il fait mauvais, elle est en pleine forêt. Quelle idée, c'est pas tout à fait là qu'il faut les observer. Mais, donc, dès le premier soir, elle tombe sur cette annonce, qui est de la poésie pure, écrite par une étrangère, du français, écrit par une étrangère. Et c'est Proust qui a dit « Les beaux livres sont écrits en quelque sorte dans une langue étrangère. C'est-à-dire qu'ils sont écrits dans une langue neuve, inventive. Une langue qui brise les codes, qui en réinvente et qui vous donne l'impression d'assister à quelque chose d'absolument inouï et frais. Et cette simple annonce de ce vêtement qu'elle décrivait l'a tout de suite saisie par un certain magnétisme. Et elle est entrée, elle a acheté ce blouson, elle a posé des questions à ce pseudo qui était encore Katepado. Elle a été à la recherche de nouvelles annonces. Voilà, aussi, voilà. Chaque samedi,
il y avait une nouvelle annonce. Parce que cette japonaise vendait chaque samedi aux enchères un des vêtements de sa propre collection, comme elle se serait dépecée vivante. Eh bien justement, on saura ça plus tard aussi, plus le livre avance, plus on comprend, oui. plus elles vont finir par communiquer, oui. via mail, petit à petit, par téléphone, très lentement, et puis elles vont très se rencontrer. Et sur la pointe des pieds, elles s'approchent l'une de l'autre, elles font très attention. Le roman, la durée, c'est quasiment une année. Hein, c'est presque une année. Oui. Il y a, j'ai voulu que ce soit chronologique, on part de la nuit du changement horaire. Oui. J'ai trouvé ça. J'aime bien ce moment-là. Dites-vous, c'est l'heure de la fiction. C'est le 27 octobre, et vers 2h du matin, il y a une heure de blanc. Oui. Il y a une heure qui n'est pas dans le temps. Et ça s'appelle l'heure de la fiction. L'heure de pure fiction. Et le roman commence à s'écrire à ce moment-là. Oui. De toute façon, votre livre, Claudia Hunsinger, il y a des choses de la réalité, parce qu'effectivement, on s'isole, on cherche un endroit pour écrire. Il y a Ibé qui est là, mais vous naviguez entre le rêve et la réalité, puisque c'est un livre sur le rêve aussi. Exactement. Exactement. Je navigue exactement entre le rêve et la réalité. D'ailleurs, c'est un roman presque entièrement nocturne, puisque cette japonaise ne vit que la nuit, et que si Zaza, la romancière, veut lui parler, ce n'est que la nuit, ou alors elle lui envoie un message et elle trouve sa réponse le matin. Mais en effet, c'est un roman, je dirais que c'est un roman qui m'est arrivé. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, cette japonaise. On est bien... Ah, la japonaise ou le roman? Parce que j'ai envie de dire le roman de cette japonaise. Et cette japonaise, ce personnage, m'est arrivé. Alors, ils se sont présentés devant moi. Elle va raconter son histoire, qu'on va nous lire dans ce livre La langue des oiseaux. Il est question aussi de solitude, mais je le disais, elle n'est pas venue seule dans cette cabane, elle est venue accompagnée par une Américaine, Emily Dickinson, le livre d'Emily Dickinson. Elle est venue aussi avec 2 Chinois du 8e siècle. On dit quoi? Lipo et Dufu. Et puis Isaac Babel aussi. Eux l'accompagnent, elle va finir par les laisser tomber au profit justement de cette japonaise, puisque le monde des livres va être un petit peu mis de côté au profit de ce roman et de cette histoire-là. Oui. C'est quoi? C'était l'envie aussi de se débarrasser de Pas tout à fait. Ce qui était déjà écrit? Pas tout à fait. Je pense que les livres sont là, et même quand on ne les lit pas, ou même quand on ne les traduit pas, puisque Lipo et Tufu, et puis tous ces dictionnaires chinois-français, français-chinois qu'elle a apportés avec elle, elle va les laisser. Mais n'empêche, et c'est quelque chose que j'ai très fortement ressenti. Les livres, même fermés, nous parlent. Donc, quelquefois, elle dit « Mais comment est-ce que je vais traduire maintenant que mon père n'est plus là ?» Et Emily Dickinson, qui est là, cette Américaine qui a vécu toute sa vie dans un jardin, une maison est dans un jardin qui n'a presque pas franchi la clôture de son jardin. Je ne l'ai pas emportée pour rien, puisqu'elle vient s'enfermer dans une baraque, elle aussi. Et cette Américaine, de temps en temps, lui parle et lui répond. Cette fameuse Emily Dickinson. D'ailleurs, ça donne envie d'aller se plonger justement pour savoir ce que vous voulez nous dire précisément, parce que ce que vous voulez nous dire n'est pas que dans ce roman-là. Il y a plein d'entrées et on a envie d'aller puiser partout. Je pensais à mon père. J'avais des jumelles au cou, écrivez-vous, son Peterson en poche, son manteau sur le dos et son âme. Où était-elle? Est-ce que ce livre, réellement, n'est pas un livre sur la recherche de l'âme du père, justement, Claudia Hunsinger? À la fois sur l'âme du père, et puis sur l'âme d'une civilisation qu'il représentait et qui nous entoure. Vous critiquez d'ailleurs, ce livre est une critique aussi de ce qu'on est en train de devenir, parce que pour venir dans cette cabane, d'ailleurs vous parlez de cette cabane Jean Prouvé, qui est certainement la dernière à rester là, les autres ont été vendus aux Américains, une cabane qui permettait de se protéger pendant la guerre. Oui, ce n'est pas pour rien que je l'ai choisi, c'est vraiment une métaphore. Protection. C'était vraiment des maisons qui avaient été dessinées et construites par Jean Prouvé en 1945 pour les sinistrés des bombardements de Lorraine. C'est-à-dire que, habitant là, dans une de ces baraques, on entend derrière elle, il y a une référence à des temps de violence, à des temps de guerre. On reste, la guerre ne finit jamais. Quand elle s'arrête là, elle recommence ailleurs. Et c'est dans cette violence-là, à la fois du monde et à la fois dans la civilisation perdue des livres qui aujourd'hui nous entourent, qu'elle est venue. Vous critiquez cette civilisation-là, Je ne sais pas si je la critique. Elle a éprouvé, mon personnage, qui a 45 ans,
qui est une jeune romancière qui vient de publier son premier roman et qui a quitté Paris, a eu une sorte de crise de refus, mais refus de toutes sortes de choses. Aussi d'avoir été obligée de prendre un travail qui la sortait de ses études et du rêve. Est-ce que vous avez connu cette période-là aussi, vous avez eu une crise de refus, comme vous dites? Non, non, parce que je suis une enfant des années 70 et que Francis et moi, déjà en 65, bien avant, nous avions quitté une certaine civilisation. Francis Hunsinger, que vous avez rejoint, c'est lui qui a choisi quelque part. Oui, c'est lui qui a choisi, mais nous avons trouvé la maison ensemble. Et nous sommes allés ensemble dans le sud chercher un petit chien, mais c'est lui qui a fait, étant fils de citadin, il a fait des études à la bergerie de Rambouillet pour avoir un diplôme et pour pouvoir acquérir une ferme. Oui, c'est moi qui l'ai rejoint, tout à fait. Claudie Hunsinger, il est question de l'enfance aussi, de ce qui effectivement apporte un père, plus qu'une mère d'ailleurs. C'est vraiment le rapport père-fille aussi dans ce livre et dans les questions de qu'est-ce qu'on nous laisse, parce que cet amour de la langue des oiseaux du chinois, c'est le père qui a laissé ça. C'est aussi un livre sur la transmission, c'était important. Oui, ça, c'est vrai. Ce roman commence comme un roman de filiation. Oui. Exactement. Le père, la recherche du père, ce qui était sa richesse à lui et qui lui avait enseigné, à la fois tous les oiseaux et le chinois. Il avait d'ailleurs fait un pont entre l'ornithologie et le chinois, disant que les premières empreintes, que les premiers signes chinois avaient été inspirés par les empreintes des pattes d'oiseaux. Parce que pour la Chine, comme d'ailleurs pour Lucrèce, il n'y a pas de différence entre les mots et le monde. Vous l'écrivez tout ça. Je n'ai jamais redouté l'isolement, écrivez-vous. Je n'ai jamais été d'aucune bande, de mon adolescence à Gentilly, puisqu'elle vient de là. Je n'ai gardé aucune attache. Au fond de moi, je conserve tout autre chose, un savoir indestructible qui me vient de la langue des oiseaux, enfance solitaire, avec jardin où j'ai vu le monde, tout ce qui n'est pas humain, précisez-vous, se tordre devant moi, extasié comme le chat de Kafka. Oui, ça c'est une phrase de Kafka, en effet. Oui. Ils y sont tous, tous les auteurs que vous aimez, ils sont dans ce livre. Le livre précédent, La survivance, est aussi dans ce livre. Oui, il y a un passage secret. Il y a un passage secret entre la langue des oiseaux et la survivance. Les deux filles de la langue des oiseaux, quand elles vont fuir, elles vont trouver un passage. Et elles vont entrer dans le roman précédent, en tout cas dans la maison. Ça, c'est vous? La survivance. C'est plein d'entrées, c'est ça? La vie.